Un jeune milliardaire s'effondre dans une unité de soins intensifs de luxe, et même les meilleurs spécialistes ne peuvent expliquer la crise. Alors que les signes vitaux fluctuent, une fillette de 7 ans reconnaît une odeur qui annonce la mort. Ignorée de tous, elle détient le seul indice capable de révéler un plan mortel à l'intérieur de l'hôpital. À l'hôpital de la Victoire, le plus prestigieux de Paris, l'activité était intense ce jeudi matin-là. Au 15e étage, l'aile VIP était complètement isolée pour n'accueillir qu'un seul patient. Raphaël Dubois, 35 ans, fondateur et PDG de TechCerveau, la plus grande entreprise d'intelligence artificielle de France. Son état de santé était jugé critique, bien que personne ne parvienne à identifier exactement ce qui arrivait au jeune entrepreneur. Le docteur Marc Bernard, directeur de l'hôpital, avait réuni une équipe composée des 20 médecins les plus renommés du pays, des spécialistes en cardiologie, neurologie, pneumologie et diverses autres disciplines examinaient Raphaël sans relâche, sans parvenir à un diagnostic concluant. L'état du patient s'aggravait d'heure en heure, inexplicablement. Ces examens ne révélaient ni traumatismes cérébraux, ni infections, ni altérations évidentes dans le sang, à l'exception d'une mystérieuse chute de la saturation en oxygène. Nous avons besoin de réponses immédiates. Comment est-il possible qu'aucun de vous ne parvienne à identifier ce qui se passe ? S'exclama le docteur Marc, observant les signes vitaux de Raphaël osciller dangereusement sur les moniteurs. Nous parlons de l'homme qui a révolutionné la médecine française avec ses systèmes de diagnostic par IA. Si quelque chose lui arrive, la responsabilité nous incombera à tous. À l'autre extrémité de l'étage, loin des regards attentifs de la sécurité, Sophie Laurent, une fillette de 7 ans aux cheveux bouclés et aux yeux vifs, observait toute l'agitation. Fille de Madame Thérèse, l'une des employées de l'équipe de nettoyage, Sophie accompagnait sa mère au travail depuis que son père, Joachim, avait été hospitalisé dans le même hôpital 3 mois auparavant. « Maman, c'est la même odeur », murmura Sophie, tirant sur l'ourlet de l'uniforme de Thérèse. « C'est la même que dans la chambre de papa. »« Quelle odeur, ma fille ? Je ne peux pas parler maintenant, je travaille, » répondit Thérèse, poussant son chariot de nettoyage dans le couloir. Une odeur d'amande, douce et amère à la fois, comme dans la chambre de papa quand il est tombé malade. Thérèse regarda sa fille avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. Depuis que Joachim avait été hospitalisé dans un état grave, Sophie avait développé une obsession pour l'observation des schémas et des symptômes. La fillette passait des heures dans les couloirs de l'hôpital, écoutant les conversations médicales et observant les procédures à travers les portes entr'ouvertes. C'était sa façon de gérer le traumatisme d'avoir failli perdre son père. « Sophie, nous en avons déjà parlé. Ton père a eu une grave réaction allergique. C'était différent. Et tu ne devrais pas être ici à l'aile VIP. Va à la salle de repos et reste là avec ta tablette, d'accord ?» La fillette acquiesça, mais dès que sa mère s'éloigna, Sophie se dirigea d'un pas déterminé vers le poste des infirmières. Là, dissimulée parmi les équipements, elle put entendre la discussion animée entre les médecins. « Les symptômes n'ont aucun sens », disait une médecin en blouse impeccablement blanche. « C'est comme si quelque chose interférait avec les processus métaboliques de base. Mais nous ne trouvons aucun agent externe. »« Avons-nous déjà envisagé toutes les possibilités d'intoxication ?» demanda un médecin plus âgé, à la barbe grisonnante. « Oui, docteur Antoine. Nous avons effectué tous les tests toxicologiques standards. Rien n'a été détecté. » Sophie fronça les sourcils. Les mots étaient exactement les mêmes que ceux que les médecins avaient utilisés lorsque son père était hospitalisé. Joachim Laurent, un ouvrier du bâtiment qui avait participé à la récente rénovation du bâtiment de TechCerveau, avait présenté des symptômes identiques: chute de la saturation, absence de traumatisme ou d'infection identifiable, aggravation progressive sans cause apparente, et la même odeur d'amande dans la chambre. Dans la salle VIP, Raphaël ouvrit brièvement les yeux, essayant de focaliser sa vision trouble. Son corps était faible, comme si une force invisible aspirait son énergie. Autour de lui, les médecins discutaient de théories et de possibilités sans parvenir à une conclusion. L'entrepreneur tenta de parler, mais seul un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. « Monsieur Dubois, vous nous entendez ?» demanda le docteur Antoine, s'approchant du lit. « Si vous le pouvez, serrez ma main. » Raphaël réussit à faire un léger mouvement avec ses doigts, juste assez pour indiquer qu'il était conscient.
Le docteur Antoine fit signe à ses collègues de s'approcher. Nous devons considérer les facteurs environnementaux. Quelque chose dans l'air, dans l'eau ou dans les équipements qui pourrait causer cela. À ce moment, une infirmière d'âge moyen, portant des lunettes rouges et les cheveux blonds attachés en queue de cheval, entra dans la pièce portant un plateau avec des médicaments. Sophie, qui observait à travers la fente de la porte, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette infirmière, elle lui semblait familière. « C'est la même personne », murmura Sophie pour elle-même. « C'est la même qui donnait les médicaments spéciaux à papa. » L'infirmière s'approcha du lit de Raphaël, vérifia la perfusion et se prépara à administrer quelque chose dans les équipements. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Sans réfléchir à deux fois, la fillette poussa la porte et entra en courant dans la pièce. « Non, c'est elle. C'est la même qui a rendu mon père malade. » Tous les regards se tournèrent vers Sophie, qui pointait du doigt l'infirmière aux lunettes rouges. Le docteur Antoine, surpris par l'intrusion, s'approcha de la fillette. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entrée ici ?» demanda-t-il, d'une voix autoritaire mais non hostile. L'infirmière, visiblement mal à l'aise, posa le plateau sur la table. « C'est la fille d'une employée de nettoyage. Elle a des problèmes émotionnels depuis que son père est tombé malade. Je vais appeler la sécurité. »« Ça reste un nom, s'il vous plaît, » implora Sophie. « Elle fait la même chose qu'elle a fait à mon père. Je reconnais l'odeur. C'est la même odeur d'amande. » Le docteur Antoine regarda la fillette, intrigué. Il y avait quelque chose dans la conviction de Sophie qui le fit hésiter. Des années d'expérience médicale lui avaient appris à valoriser les observations inattendues. « Odeur d'amande ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Oui, docteur, » répondit Sophie, les larmes aux yeux. « Des amandes amères, comme le remède que mon grand-père prenait pour le cœur. C'est partout dans cette chambre, comme dans la chambre de mon père quand il a failli partir. » L'infirmière aux lunettes rouges fit un pas vers la porte. « Je vais chercher sa mère. »« Attendez, » ordonna le docteur Antoine, regardant maintenant l'infirmière avec méfiance. « Je ne me souviens pas de vous dans l'équipe assignée à ce cas. Pouvez-vous me montrer votre badge, s'il vous plaît ?» À ce moment précis, l'un des moniteurs connectés à Raphaël commença à émettre une alarme stridente. La saturation en oxygène chutait rapidement. Le chaos s'installa dans la pièce, les médecins courant pour stabiliser le patient. L'infirmière profita de la confusion pour s'éloigner rapidement, mais Sophie la suivit du regard. Le docteur Antoine, partagé entre l'urgence et l'investigation de cette étrange situation, cria à un agent de sécurité à proximité « Ne laissez pas cette infirmière quitter l'hôpital. Nous devons vérifier son identité. » Pendant que l'équipe travaillait frénétiquement pour stabiliser Raphaël, Sophie resta dans un coin de la pièce, observant tout avec des yeux attentifs. Elle savait qu'elle avait raison. C'était la même situation que pour son père, et personne ne la croirait, elle, une simple enfant de 7 ans. Mais Sophie était déterminée. Elle ne permettrait pas que le même destin presque fatal de son père se répète avec Raphaël Dubois. Même si pour cela, elle devait affronter tout le système de l'hôpital de la Victoire. Pendant que les médecins luttaient pour stabiliser Raphaël Dubois, Sophie fut conduite hors de la pièce par une infirmière aimable. Dans le couloir, Madame Thérèse courait affligée à la rencontre de sa fille. « Sophie, qu'as-tu fait? Ils disent que tu as envahi la chambre du patient VIP. » Thérèse tint sa fille par les épaules, son visage un mélange de colère et d'inquiétude. « Maman, c'est la même chose qui est arrivée à papa. La même odeur, les mêmes symptômes, et cette infirmière aux lunettes rouges était là aussi. Elle mettait quelque chose dans sa perfusion. » Thérèse soupira profondément. « Sophie, nous ne pouvons pas inventer des histoires. Ton père a eu une grave réaction allergique aux produits chimiques de la rénovation. C'est ce que les médecins ont dit. Mais maman, pas de mais. Tu pourrais me faire perdre mon emploi. Allons à la salle de repos maintenant. » Tandis qu'elle était traînée par sa mère, Sophie regarda en arrière et vit le docteur Antoine sortir en hâte de la salle VIP. Son regard croisa celui de la fillette pendant un bref instant, et elle sentit que lui, contrairement aux autres, la croyait peut-être. Dans la salle de repos du personnel, Sophie s'assit dans un coin, serrant son sac d'école. À l'intérieur, elle gardait quelque chose de précieux, le journal médical qu'elle avait constitué pendant l'hospitalisation de son père. Des pages et des pages de notes écrites d'une écriture enfantine, mais étonnamment détaillée, enregistrant les horaires, les médicaments, les symptômes, et surtout, qui entrait et sortait de la chambre. « Je dois montrer ça à ce médecin à barbe », murmura-t-elle pour elle-même, feuilletant le carnet coloré.
À l'extérieur, l'hôpital entra dans un état d'alerte silencieuse. La sécurité avait été activée pour localiser l'infirmière aux lunettes rouges qui avait mystérieusement disparu après avoir quitté la chambre. Le docteur Antoine, intrigué par les paroles de la fillette, se dirigea vers le service des ressources humaines. « J'ai besoin de la liste complète de tous les employés affectés à l'aile VIP aujourd'hui, en particulier les infirmiers », demanda-t-il à la coordinatrice administrative. « Bien sûr, docteur Antoine. La voici, » répondit-elle, lui tendant un dossier. « Seulement 10 infirmiers sont autorisés à accéder à l'aile VIP et tous ont été rigoureusement vérifiés. » Le docteur Antoine examina la liste et les photographies. « Il n'y a aucune infirmière blonde avec des lunettes rouges ici. » La coordinatrice fronça les sourcils. « Nous n'avons aucune infirmière avec cette description dans tout l'hôpital, docteur. » Le médecin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Rapidement, il demanda l'accès aux enregistrements des caméras de sécurité. Sur les images, il vit clairement la femme aux lunettes rouges entrer dans l'aile VIP avec un badge d'accès, mais il ne put identifier son visage, toujours habilement dissimulé aux caméras. « Cela n'a aucun sens, » murmura-t-il pour lui-même. À ce moment, une infirmière s'approcha de lui dans le couloir. « Docteur Antoine, vous avez demandé de vérifier les journaux d'accès au système. Quelqu'un a utilisé l'identifiant de la Dre Cécile Moreau pour accéder aux dossiers médicaux de M. Dubois il y a 30 minutes. Mais la Dre Cécile est en vacances en Europe depuis 2 semaines. » Le docteur Antoine sentit son estomac se nouer. Quelque chose de très grave était en train de se produire. Il se souvint soudain des paroles de la fillette, « odeur d'amandes amères ». En plus de 30 ans de médecine, cette description éveilla un souvenir lointain de ses années d'université. Odeur d'amandes amères. Où avait-il appris cela? Un ancien cas d'empoisonnement? Non, ça ne pouvait pas être ça. Peut-être une réaction chimique spécifique? Une interférence médicamenteuse? Décidé, le docteur Antoine se dirigea de nouveau vers l'aile VIP, où Raphaël avait finalement été stabilisé, bien que son état restât critique. Il ordonna immédiatement: « Je veux un examen complet pour la présence de composés cyanés dans les équipements médicaux et dans l'environnement, et aussi une analyse du système de climatisation. » Les autres médecins le regardèrent avec étonnement. « Composés cyanés? Pourquoi pensez-vous que ce pourrait être ça ?» interrogea un collègue. « Une intuition. L'odeur d'amandes amères est caractéristique de certains composés chimiques qui peuvent provoquer une hypoxie cellulaire, expliquant la chute de la saturation en oxygène. » Pendant que l'équipe se mobilisait pour effectuer les nouveaux examens, le docteur Antoine décida de chercher la fillette qui avait tout déclenché. Il trouva Sophie toujours dans la salle de repos, gribouillant intensément dans son carnet. « Bonjour, » dit-il, s'approchant avec précaution pour ne pas l'effrayer. « Je m'appelle docteur Antoine Barros. Vous êtes... Sophie Laurent, » répondit la fillette, le regardant avec des yeux attentifs. « Vous êtes venue pour me renvoyer de l'hôpital ?» Le docteur Antoine sourit gentiment. « Non, Sophie, je suis venu discuter. Vous avez dit quelque chose d'intéressant à propos d'une odeur d'amande. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» Le visage de Sophie s'illumina. Enfin, quelqu'un prêt à l'écouter. Rapidement, elle ouvrit son carnet et commença à montrer ses notes. « Mon père a travaillé à la rénovation du bâtiment de Tech-Cerveau. Il allait bien, mais ensuite il a commencé à être faible, avec des difficultés à respirer. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal, comme pour M. Dubois, et il y avait cette odeur dans sa chambre, toujours plus forte après la visite de l'infirmière aux lunettes rouges. » Le docteur Antoine examina les notes de Sophie avec une admiration croissante. Pour une enfant de 7 ans, elle avait fait un travail impressionnant en documentant les horaires, les symptômes et même les conversations qu'elle avait entendues entre les médecins. « Vous avez noté tout ça ?»« Oui, » répondit Sophie, tournant une page. « Regardez ici, c'est l'infirmière. Elle venait toujours en dehors des heures normales, quand il y avait moins de monde à l'hôpital. Elle manipulait les appareils de mon père et lui donnait des boissons spéciales. Elle disait que c'était des vitamines, mais après qu'il les ait prises, il allait plus mal. » Le docteur Antoine observa le dessin enfantin d'une femme aux lunettes rouges, aux cheveux blonds attachés, et avec une marque sur la main droite. « Elle a une marque spéciale? Une cicatrice peut-être ?» Sophie acquiesça vigoureusement. « Oui, sur la main droite, une cicatrice en forme de lune. Je l'ai vue quand elle arrangeait l'oreiller de mon père. » Le médecin sentit son cœur s'accélérer. Ce détail spécifique ne pouvait pas être le fruit de l'imagination d'une enfant. Il y avait quelque chose de réel là. « Sophie, votre père s'est rétabli.
Comment cela s'est-il passé? C'est après que j'ai renversé du jus sur l'équipement d'oxygène par accident. Ils ont dû tout changer. Après ça, papa a commencé à aller mieux rapidement. Le docteur Antoine se leva subitement. Sophie, vous avez peut-être sauvé votre père sans le savoir, et maintenant vous pourriez aussi sauver Raphaël Dubois. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Thérèse, qui observait la conversation de loin, s'approcha inquiète. Docteur, que se passe-t-il? Ma fille a-t-elle des problèmes? Au contraire, madame. Votre fille a peut-être identifié un problème grave que nous, médecins expérimentés, n'avons pas réussi à voir. J'ai besoin qu'elle me montre exactement où votre mari a été hospitalisé et quels équipements ont été changés. Avec la permission réticente de Thérèse, le docteur Antoine conduisit Sophie jusqu'à l'ancienne chambre où Joachim avait été hospitalisé. La chambre était maintenant occupée par un autre patient, mais l'équipe technique de l'hôpital fut appelée pour vérifier tout le système d'administration d'oxygène de l'hôpital. « Nous avons trouvé quelque chose, docteur Antoine », informa le chef de la maintenance après quelques heures d'enquête. Il y a un dispositif non autorisé connecté au système central de distribution d'oxygène qui dessert l'aile VIP. Il est petit, presque imperceptible, mais il libère un composé chimique dans l'air. Le docteur Antoine sentit son sang se glacer. Et que libère exactement ce dispositif? Un dérivé de cyanure en très faible concentration. Pas assez pour provoquer des effets immédiats, mais avec une exposition prolongée. Cela pourrait causer exactement les symptômes que nous observons, compléta le médecin. Sophie, qui écoutait tout attentivement, tira sur la manche de la blouse du docteur Antoine. « Docteur, l'infirmière aux lunettes rouges, elle était dans la chambre de M. Dubois aujourd'hui. Si c'est la même personne qui a rendu mon père malade, elle pourrait essayer de faire quelque chose à nouveau. » Le médecin acquiesça gravement. « Vous avez raison, Sophie. Nous devons la trouver immédiatement. » Pendant que la sécurité de l'hôpital se mobilisait pour localiser la mystérieuse femme, le docteur Antoine retourna à l'aile VIP avec un ordre urgent, remplacer tout le système d'administration d'oxygène et transférer Raphaël Dubois vers une autre aile de l'hôpital sous sécurité renforcée. La nouvelle que le système avait été altéré se répandit rapidement parmi l'équipe médicale, générant un mélange de choc et d'incrédulité. Comment quelqu'un avait-il pu avoir accès à des zones aussi restreintes de l'hôpital? Et plus important encore, qui aurait des raisons de s'en prendre à la santé des patients? Sophie, désormais reconnue comme un élément clé de la découverte, resta aux côtés du docteur Antoine, offrant toutes les informations dont elle pouvait se souvenir sur la mystérieuse infirmière. Ce que personne ne percevait cependant, c'est que de l'autre côté de l'hôpital, une silhouette observait attentivement les mouvements de l'équipe de sécurité à travers les caméras de surveillance. Ses lunettes rouges reflétaient la lumière des moniteurs, tandis que ses doigts tapaient rapidement un code sur l'ordinateur central de l'hôpital. Le jeu ne faisait que commencer. La nouvelle de l'altération du système d'oxygène de l'hôpital de la Victoire parvint rapidement aux oreilles de l'administration. Le directeur, le docteur Marc Bernard, convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et l'équipe de sécurité. Il contacta également Florence Lemaire, chef de la cybersécurité de l'hôpital, une ancienne policière qui dirigeait désormais toute la sécurité numérique de l'institution. « Je veux savoir comment quelqu'un a pu accéder à notre système sans être détecté », exigea le docteur Marc, frappant la table de ses poings serrés. « Nous avons l'un des systèmes les plus avancés du pays. C'est précisément pour cela qu'ils y sont parvenus, » répondit Florence, ajustant ses lunettes à monture noire. « Notre système est si automatisé et dépendant de l'IA qu'il est devenu vulnérable à ceux qui en comprennent réellement le fonctionnement interne. » Le docteur Antoine, qui participait à la réunion avec Sophie et sa mère, intervint. « Nous devons comprendre le motif. Pourquoi quelqu'un attaquerait-il spécifiquement M. Dubois et avant lui M. Laurent ?» Thérèse serra sa fille de manière protectrice. « Mon mari n'est qu'un ouvrier du bâtiment. Il n'a pas d'ennemis, pas d'argent, pas d'influence. Pourquoi quelqu'un l'attaquerait-il » Florence, qui analysait des données sur sa tablette, leva les yeux. « Monsieur Laurent a travaillé à la rénovation du bâtiment de Tech Cerveau, n'est-ce pas? Le même endroit où Monsieur Dubois travaille. » Sophie acquiesça vigoureusement. « Oui, papa a aidé à construire le nouveau siège. Il connaissait tout le bâtiment, même les parties cachées que personne d'autre ne connaissait. » Le docteur Antoine fronça les sourcils. « Vous suggérez un lien entre les cas basés sur l'entreprise. »« C'est une possibilité, » répondit Florence. « Nous allons vérifier tous les accès au système au cours des derniers mois.
Si quelqu'un a piraté notre réseau pour saboter le système d'oxygène, il a laissé des traces numériques. Pendant que l'équipe de sécurité travaillait, Raphaël Dubois, déjà transféré dans une autre aile de l'hôpital, commençait à montrer des signes d'amélioration. Son corps, libéré de l'exposition aux composés toxiques, réagissait positivement au traitement. Le docteur Antoine lui rendait visite régulièrement, toujours accompagné d'un agent de sécurité. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Dubois ?» demanda le médecin, vérifiant les nouveaux examens. « Mieux », répondit Raphaël d'une voix faible. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Le docteur Antoine hésita avant de répondre. La police avait recommandé la discrétion jusqu'à ce qu'ils aient des preuves concrètes. Il y a eu une défaillance du système d'oxygénation, mais nous avons résolu le problème. Raphaël, bien qu'affaibli, était trop perspicace pour accepter une explication aussi vague. « Docteur, je suis spécialiste des systèmes. Je sais reconnaître quand quelque chose est une défaillance technique ou une action délibérée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Le médecin soupira. « Monsieur Dubois, il y a des preuves que quelqu'un pourrait avoir altéré le système d'oxygénation de l'aile VIP en introduisant un composé chimique qui a affecté votre respiration cellulaire. Nous enquêtons. » Raphaël ferma les yeux un instant, traitant l'information. « Qui a découvert cela ?»« Une fillette de 7 ans, répondit le docteur Antoine avec un léger sourire. Elle a perçu des schémas que nous tous, médecins expérimentés, avons ignorés. Je veux la rencontrer. » De l'autre côté de l'hôpital, Florence Lemaire travaillait sans relâche, révisant chaque journal d'accès, chaque commande exécutée dans le système au cours des derniers mois. À ses côtés, des techniciens informatiques examinaient le dispositif trouvé dans le système d'oxygène. « C'est sophistiqué », commenta l'un d'eux. « Programmé pour libérer le composé à des intervalles précis, en quantité qui serait difficilement détectée lors d'examens toxicologiques courants. »« Et l'accès ?» demanda Florence. « Comment a-t-il été installé ?»« Il nécessite une autorisation de niveau maximum. Seuls les administrateurs du système ou les médecins-chefs auraient ce type d'accès. » Florence sentit un frisson. « Nous cherchons quelqu'un de l'intérieur. » Les enquêtes se poursuivirent intensément pendant les 24 heures suivantes. Caméras de sécurité, registres d'entrée et de sortie, planning de travail, tout fut minutieusement analysé. L'après-midi du deuxième jour, Florence convoqua une nouvelle réunion urgente. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça-t-elle, projetant à l'écran une série de registres. Au cours des 6 derniers mois, l'identifiant de la Dreux Cécile Moreau a été utilisé pour accéder à des zones restreintes du système à des moments où elle n'était soi-disant pas à l'hôpital. « Dreux Cécile ?» demanda le docteur Marc, surpris. « C'est l'une de nos meilleures neurologues. Elle est avec nous depuis plus de 10 ans. Oui, et elle est en vacances en Europe depuis 2 semaines. Mais son identifiant a été utilisé hier pour accéder au dossier médical de M. Dubois. » La salle devint silencieuse. Le docteur Antoine fut le premier à parler. « Quelqu'un a pu pirater son identifiant. »« Ou, intervint Florence, nous avons affaire à une situation plus complexe. Nous avons également découvert que la Dreux Cécile est la sœur de Luc Moreau, un ancien employé de Tech Cerveau qui travaillait directement avec Raphaël Dubois. »« Luc Moreau, » murmura le docteur Marc, essayant de se souvenir. « Ce nom m'est familier. Il était chef programmeur de la division des systèmes médicaux de Tech Cerveau, » continua Florence. « Il a été licencié il y a 8 mois, après un désaccord avec la direction de l'entreprise. » Sophie, qui observait tout en silence aux côtés de sa mère, leva soudainement la main timidement. « Puis-je dire quelque chose ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Le docteur Antoine acquiesça, l'encourageant. L'infirmière aux lunettes rouges, elle ne ressemblait pas à une vraie infirmière. Elle savait manipuler les appareils, mais quand elle parlait aux autres infirmiers, elle utilisait des mots différents, plus compliqués, comme si elle n'était pas vraiment infirmière. Florence regarda la fillette avec un intérêt renouvelé. Comment ça, des mots différents? Elle parlait d'algorithmes et de codes. Je l'ai entendu dire à une autre infirmière que l'algorithme de distribution était inefficace et avait besoin d'ajustement. Mon professeur d'informatique à l'école parle comme ça. Le docteur Antoine échangea des regards significatifs avec Florence. Et si nous ne cherchions pas une infirmière, mais plutôt quelqu'un avec des connaissances techniques avancées, quelqu'un qui comprendrait aussi bien la médecine que la programmation? Comme la sœur d'un programmeur, compléta Florence, la Dreux Cécile est neurologue, mais elle a également étudié l'ingénierie biomédicale avant la médecine. Elle a suffisamment de connaissances pour comprendre les deux mondes.
Le docteur Marc se leva, agité. « Vous suggérez que l'une de nos médecins les plus respectés serait derrière tout cela? C'est absurde. »« C'est une hypothèse qui doit être vérifiée, » répondit Florence calmement. « J'ai déjà demandé des images d'elle dans les aéroports pour confirmer si elle a réellement quitté le pays. Et je dois lui parler immédiatement. » Pendant que l'enquête avançait, Raphaël Dubois reçut une visite spéciale. Sophie, accompagnée du docteur Antoine et de sa mère, entra timidement dans la chambre. « Alors vous êtes mon héroïne » dit Raphaël avec un faible sourire, tendant la main à la fillette. Sophie rougit. « J'ai juste remarqué l'odeur d'amande, comme dans la chambre de mon père. »« Vous avez fait bien plus que cela, » corrigea Raphaël, s'ajustant sur le lit. « Vous avez observé des schémas que nous, les adultes, n'avons pas pu voir. C'est exactement ce que nous essayons d'apprendre à nos machines d'IA. » La fillette écarquilla les yeux. « Vous enseignez aux machines ?» Raphaël sourit. « D'une certaine manière, oui. Mon entreprise développe des systèmes d'intelligence artificielle pour les hôpitaux. Ils aident les médecins à diagnostiquer les maladies plus rapidement. Comme le système cerveau que nous utilisons ici, compléta le docteur Antoine. Il a été développé par l'entreprise de Monsieur Dubois. » Sophie se mordit la lèvre, hésitante. « Puis-je poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Raphaël. « Pourquoi le système n'a-t-il pas pu diagnostiquer ce qui vous arrivait, à vous ou à mon père ?» Un silence pesant tomba dans la chambre. Raphaël et le docteur Antoine échangèrent des regards inquiets. « C'est une excellente question, » répondit finalement Raphaël, « et une que nous devons approfondir. » À ce moment, Florence entra précipitamment dans la chambre. « Nous devons parler en privé, » dit-elle, s'adressant au docteur Antoine. Les deux sortirent dans le couloir, laissant Raphaël discuter joyeusement avec Sophie de systèmes informatiques. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda le docteur Antoine dès que la porte fut fermée. « La Dreux Cécile n'a jamais voyagé en Europe. Son passeport n'enregistre aucune sortie du pays au cours des 6 derniers mois. Et de plus, nous avons pu accéder à son courriel personnel. Il y a un échange de messages étendu avec son frère avant l'incident qui a conduit à son licenciement. » De quoi s'agissait l'incident? Florence consulta ses notes. Luc Moreau a découvert une grave faille éthique dans le système cerveau. L'algorithme donnait la priorité aux patients ayant des régimes d'assurance maladie premium et retardait les diagnostics des patients ayant des régimes de base ou de la sécurité sociale. Il a essayé de corriger le problème, mais a été empêché par la direction de l'entreprise. Quand il a menacé de dénoncer publiquement, il a été licencié. Le docteur Antoine sentit un nœud à l'estomac. Et que lui est-il arrivé après cela? Il a développé une profonde dépression. Il a été hospitalisé pendant 3 mois dans une clinique psychiatrique. Après cela, il a disparu. Il n'y a pas de registre d'emploi ou d'activité financière à son nom au cours des derniers mois. Et sa sœur? Où est la Dreux Cécile maintenant? Florence prit une profonde inspiration avant de répondre. C'est ce qui m'inquiète. Nous ne parvenons pas à la localiser. Son appartement est vide, sans signe d'avoir été habité récemment. Mais... Elle hésita. « Mais quoi ?» insista le docteur Antoine. « Nous avons trouvé quelque chose dans son appartement. Une carte détaillée de tech-cerveau, avec des annotations sur le système de ventilation, et une formule chimique qui semble être le même composé trouvé dans le système d'oxygène ici. » Les deux se regardèrent, la gravité de la situation pesant sur leurs épaules. « Elle n'essaie pas seulement de rendre Raphaël malade, » conclut le docteur Antoine. « Elle prépare quelque chose de bien plus grand. » « Nous devons la trouver avant qu'il ne soit trop tard, » répondit Florence, s'éloignant déjà vers l'ascenseur. « Et protéger Raphaël ainsi que le père de Sophie. Si notre théorie est correcte, ils ne sont que le début. » Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, Sophie montrait à Raphaël ses notes sur les systèmes de l'hôpital. « Vous avez un avenir brillant dans la technologie, vous savez » commenta Raphaël, impressionné par la capacité d'observation de la fillette. Sophie sourit timidement. « Je voulais juste aider mon père. Et maintenant vous. » Raphaël regarda par la fenêtre, pensif. « Parfois, nous avons besoin d'yeux innocents pour voir la vérité qui est juste devant nous. C'est peut-être ce qui manque à nos systèmes. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, une silhouette se déplaçait silencieusement dans les couloirs souterrains de l'hôpital, portant un dispositif électronique sophistiqué en direction de la salle des serveurs principaux. Le plan entrait dans sa phase finale. La nuit tombait sur Paris lorsque Florence Lemaire réunit son équipe de sécurité dans la salle de surveillance de l'hôpital de la Victoire. Sur les écrans, des dizaines de caméras montraient tous les recoins du complexe hospitalier. La tension était palpable. « Nous devons trouver la Dreux Cécile avant qu'elle n'exécute ce qu'elle prépare, »
expliqua Florence à son équipe. Basée sur les preuves que nous avons trouvées dans son appartement, elle a suffisamment de connaissances pour saboter non seulement les systèmes de l'hôpital, mais potentiellement ceux de Tech Cerveau également. L'un des agents de sécurité leva la main. Comment pourrait-elle accéder à Tech Cerveau d'ici? Les systèmes sont interconnectés, répondit Florence, projetant un diagramme sur l'écran central. L'hôpital de la Victoire est le terrain d'essai officiel du système Cerveau. Il y a une connexion directe avec les serveurs de l'entreprise pour les mises à jour en temps réel et la surveillance des performances. Le docteur Antoine, qui assistait à la réunion, fronça les sourcils. Donc elle pourrait utiliser notre système pour accéder à Tech Cerveau à distance? Exactement, confirma Florence. Et basé sur ce que nous avons découvert sur son frère, nous pensons que l'objectif est d'exposer publiquement la faille éthique dans l'algorithme de l'IA. Faille éthique? Interrogea le directeur de l'hôpital qui venait d'entrer dans la pièce. Quelle faille éthique? Florence et le docteur Antoine échangèrent des regards embarrassés. Finalement, Florence prit la parole. Luc Moreau, le frère de la Dreux-Cécile, a découvert que le système Cerveau était programmé pour prioriser les patients ayant des régimes d'assurance maladie premium au détriment des patients de la sécurité sociale ou des régimes de base. Dans les cas de diagnostics urgents, cela peut signifier des retards critiques pour les moins favorisés. Le visage du directeur pâlit. « Est-ce vrai, Dubois ?» demanda-t-il se tournant vers Raphaël, qui avait insisté pour participer à la réunion malgré son état encore affaibli. Raphaël, assis dans un fauteuil roulant, soupira profondément. « Je ne le savais pas avant quelques heures, quand Florence m'a montré les courriels. Apparemment, c'était une décision prise par l'équipe commerciale, à mon insu direct. C'est indéfendable, et je vais la corriger immédiatement. Mais nous devons d'abord empêcher toute attaque contre nos systèmes. Pourquoi la Dreux-Cécile n'a-t-elle pas simplement dénoncé cela publiquement ?» interrogea l'un des médecins présents. « Pourquoi recourir à des méthodes aussi extrêmes ?»« Parce que son frère a essayé de faire exactement cela, » répondit Florence. « Il a été réduit au silence, licencié, et a fini par développer une profonde dépression. Dans les courriels que nous avons trouvés, Cécile blâme Tech Cerveau et le système Cerveau pour la souffrance de son frère. Elle veut plus qu'une simple dénonciation. Elle veut se venger et rendre justice à sa manière. » Sophie, qui avait été amenée avec sa mère dans la salle pour des raisons de sécurité, observait tout avec des yeux attentifs. Soudain, elle tira sur la manche du docteur Antoine. « Docteur, je viens de me souvenir de quelque chose d'important. » Tous dans la salle tournèrent leur attention vers la fillette. « Le jour où mon père est tombé très malade, j'ai entendu l'infirmière aux lunettes rouges parler au téléphone dans le couloir. Elle a dit que le test sur le sujet ouvrier avait réussi et qu'elle était prête à passer à la phase 2, l'architecte du système. » Raphaël se redressa dans son fauteuil roulant. « Je suis l'architecte du système. » « Et votre père était le test, » compléta le docteur Antoine, se tournant vers Sophie et Thérèse. « Il travaillait à la construction de Tech Cerveau. Il avait probablement accès aux plans et aux zones qui intéressaient Cécile pour le plan plus vaste. » Florence absorba rapidement l'information. « Si nous suivons cette logique, après avoir testé sur le père de Sophie et maintenant sur vous, Raphaël, la prochaine étape serait une attaque à grande échelle, » compléta Raphaël, le visage pâle. En utilisant ce qu'elle a appris des 2 premiers cas, un silence pesant tomba dans la salle, seulement rompu par le bip constant des moniteurs. « Nous devons agir maintenant, » décida Florence. « Nous allons créer un piège. » Dans les heures qui suivirent, un plan méticuleux fut élaboré. Raphaël serait l'appât, apparemment encore vulnérable dans son lit d'hôpital, mais sous surveillance constante. Simultanément, l'équipe de cybersécurité traquerait toute tentative d'accès au système de l'hôpital. « La Dreux-Cécile ne sait pas que nous l'avons identifié, » expliqua Florence. « Cela nous donne un avantage. » Le plan fut mis en œuvre le lendemain matin. Raphaël fut transféré de nouveau dans l'aile VIP, maintenant entièrement surveillée et avec des systèmes renouvelés. La nouvelle de sa rechute fut stratégiquement répandue parmi le personnel. Pendant ce temps, Sophie et ses parents furent emmenés dans une zone sécurisée de l'hôpital, sous protection policière. « Je ne veux pas rester cachée, » protesta Sophie. « Je veux aider à attraper la personne qui a blessé mon père et à essayer de blesser M. Dubois. » Le docteur Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Sophie, vous nous avez déjà aidés plus que quiconque. Maintenant, nous devons assurer votre sécurité. Mais je connais son visage mieux que vous,
Je peux l'identifier si elle apparaît à nouveau déguisée. » Florence, qui écoutait la conversation, eut une idée soudaine. « Et si nous utilisions cela à notre avantage, de manière sécurisée, bien sûr. » Après quelques ajustements au plan, Sophie fut placée dans le centre de surveillance, loin de tout danger, mais capable d'observer les caméras de sécurité à la recherche de la mystérieuse infirmière. Sa mère resta à ses côtés, toujours inquiète, mais fière de sa fille. Les heures s'étiraient tendues. Raphaël resta dans son lit, feignant d'être affaibli, tandis qu'une équipe de sécurité déguisée en médecins et infirmiers circulait dans l'aile. Au centre de contrôle, Florence surveillait chaque mouvement suspect, chaque accès au système. Ce fut Sophie qui remarqua la première. « Là », dit-elle en pointant l'un des moniteurs. « Cette femme en blouse qui entre par la porte de service, c'est elle, sauf qu'elle n'a plus ses lunettes rouges maintenant. » Florence agrandit l'image. Une femme d'âge moyen, aux cheveux châtains attachés en chignon, entrait discrètement vêtue d'une blouse médicale et portant un dossier. Rien dans son apparence ne correspondait à la description de l'infirmière aux lunettes rouges, sauf « La cicatrice sur la main !» s'exclama Sophie. « Regardez quand elle tient le dossier !» En effet, il y avait une marque distinctive en forme de demi-lune sur la main droite de la femme. Florence déclencha immédiatement l'alerte silencieuse. La suspecte se dirigeait vers l'aile des serveurs et non vers la chambre de Raphaël. « Changement de plan », communiqua Florence par radio. La suspecte se dirige vers la salle des serveurs au sous-sol. Équipe B, interceptez-la. Équipe A, maintenez vos positions avec M. Dubois. À travers les caméras, tous observaient la femme se déplaçant avec assurance dans les couloirs, utilisant un badge pour accéder à des zones restreintes. Elle connaissait clairement l'hôpital comme sa poche. « C'est la Cécile », confirma le docteur Antoine, observant attentivement le moniteur. « Même avec le changement de look, je reconnais ses mouvements, sa démarche. » La suspecte arriva à la porte de la salle des serveurs et passa le badge. La porte s'ouvrit, mais dès qu'elle entra, les lumières s'allumèrent, révélant 4 agents de sécurité qui l'attendaient. Prise par surprise, elle tenta de courir, mais la porte derrière elle était déjà bloquée. « Cécile Moreau !» La voix de Florence résonna dans le système de haut-parleurs. « Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion dans les systèmes hospitaliers, altération d'équipements médicaux et tentative d'agression grave contre des patients. » Sur le moniteur, tous purent voir le visage de la femme se tordre dans un mélange de rage et de désespoir. Elle regarda directement la caméra, comme si elle pouvait voir à travers. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle. « Leur système tue des gens. Les patients pauvres sont négligés par un algorithme qui privilégie l'argent plutôt que le besoin médical. » Alors que les agents de sécurité s'approchèrent pour l'arrêter, Cécile sortit rapidement un dispositif de son dossier, non pas une arme, mais un petit appareil électronique. Avant qu'il ne puisse l'en empêcher, elle le connecta à l'un des ports du serveur. « Trop tard », dit-elle avec un sourire amer. « Le code est déjà en cours d'exécution. Dans quelques minutes, tout le monde connaîtra la vérité sur le système cerveau. » Florence tapait frénétiquement sur son ordinateur. Elle a lancé une sorte de programme. Il accède simultanément aux bases de données internes de Tech Cerveau et de l'hôpital. « Que fait exactement ce programme ?» demanda le docteur Antoine tendu. « Il semble qu'il collecte tous les registres de diagnostic des 3 dernières années et les catégorise par type de régime d'assurance maladie. Il est en train de compiler un rapport comparatif, montrant les disparités de temps de diagnostic et de qualité de soins. » Raphaël, qui avait quitté sa chambre et rejoint l'équipe au centre de surveillance, observait les données apparaître à l'écran avec une expression sombre. Elle expose la vérité. Et les chiffres ne mentent pas. Dans la salle des serveurs, Cécile était maintenant assise par terre, entourée des agents de sécurité, mais avec un air de triomphe sur le visage. « Mon travail est fait », dit-elle en étant menottée. « Maintenant, tout le monde saura. »« Que faisons-nous » demanda Florence, se tournant vers Raphaël. « Nous pouvons essayer d'interrompre la transmission des données. » Raphaël regarda les chiffres qui continuaient d'apparaître à l'écran, révélant une dure vérité. Les patients avec des régimes premium recevaient des diagnostics critiques, en moyenne 73%, plus rapidement que les patients de la sécurité sociale. Dans les cas de cancer, cette différence signifiait potentiellement la vie ou la maladie. « Non », décida-t-il finalement, « laissez le programme s'exécuter. La vérité doit éclater. » Le docteur Marc pâlit. « Cela va détruire la réputation de l'hôpital et de votre entreprise. Peut-être qu'elle doit être détruite pour être reconstruite de la bonne manière, »
répondit Raphaël, s'appuyant lourdement sur son fauteuil roulant. Sophie, qui observait tout avec des yeux écarquillés, demanda innocemment. Cela signifie que la dame aux lunettes rouges a gagné. Raphaël regarda la fillette avec un sourire triste. Non, Sophie. Personne n'a gagné ici. Mais peut-être que maintenant nous pouvons commencer à réparer ce qui est cassé. Pendant que les données continuaient de circuler, la vérité sur le système cerveau se répandait rapidement sur le réseau hospitalier et atteindrait bientôt la presse. Le piège avait fonctionné, mais le résultat était plus complexe que quiconque aurait pu le prévoir. La véritable bataille, celle de reconstruire un système médical juste, ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident à l'hôpital de la Victoire. L'affaire avait acquis une notoriété nationale, faisant la une de tous les grands médias. L'IA médicale priorisait les patients riches, l'algorithme de l'inégalité dans la santé française, la fillette qui a démasqué le système. C'était un samedi matin ensoleillé, lorsque Sophie Laurent, maintenant avec des cheveux un peu plus longs et le même regard observateur, traversa le hall principal du hôpital de la Victoire, récemment rénové. À ses côtés marchaient ses parents, Joachim, complètement rétabli, et Thérèse, tous deux vêtus de leurs habits du dimanche. « Je suis nerveuse », avoua Sophie, serrant la main de son père. « Tu n'as pas à l'être », répondit Joachim avec un sourire fier. « Aujourd'hui est ton jour. » Il fut reconduit à l'auditorium principal de l'hôpital, maintenant complètement rempli de médecins, d'infirmiers, de dirigeants et de journalistes. Sur scène, Raphaël Dubois, rétabli et d'apparence plus saine, ajustait le microphone. À ses côtés, le docteur Antoine Barros et Florence Lemaire conversaient à voix basse. « Bienvenue à la présentation officielle du nouveau système Sophie, système observationnel de filtrage intelligent et autonome. » commença Raphaël dès que Sophie et ses parents s'installèrent au premier rang. Un système qui marque non seulement une révolution technologique, mais surtout éthique, dans l'application de l'intelligence artificielle en médecine française. Le public applaudit avec enthousiasme. Au cours des derniers mois, TechCerveau avait subi une restructuration complète sous la direction de Raphaël. Le scandale initial avait failli mener l'entreprise à la faillite, mais la décision courageuse de Raphaël d'assumer publiquement l'erreur et de s'engager à la corriger avait gagné le respect de beaucoup. Avant d'expliquer le fonctionnement du nouveau système, je voudrais reconnaître la véritable héroïne de cette histoire, continua Raphaël, tendant la main vers le premier rang. Sophie Laurent, pourriez-vous venir sur scène, s'il vous plaît? Les joues rougies, Sophie monta timidement les marches, accompagnée d'applaudissements chaleureux. Raphaël lui remit une petite statuette en forme de loupe. C'est la médaille Sophie Laurent d'observation extraordinaire, qui sera décernée annuellement aux professionnels de la santé, qui démontrent une capacité exceptionnelle d'observation et d'empathie. Et personne ne mérite plus d'être la première lauréate que Sophie elle-même. D'autres applaudissements résonnèrent dans l'auditorium. Sophie, timide mais visiblement émue, tint le microphone. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. J'ai observé ce qui se passait et j'ai dit la vérité. Merci de m'avoir écouté, même si je ne suis qu'une enfant. » La simplicité et la sincérité de ses paroles émurent tout le monde. Le docteur Antoine s'approcha et présenta un document encadré. « Sophie, ceci est le certificat officiel du programme de mentorat médical de l'hôpital de la Victoire. Lorsque vous aurez 18 ans, vous aurez une place garantie dans notre faculté de médecine avec une bourse d'études complète. Votre talent d'observation est exactement ce dont nous avons besoin pour la prochaine génération de médecins. » Thérèse ne put retenir ses larmes de fierté, tandis que Joachim serrait sa fille dans ses bras lorsqu'elle retourna à sa place. Raphaël reprit la présentation, maintenant sur un ton plus sérieux. L'affaire que nous avons vécue ici nous a enseigné de précieuses leçons sur les dangers de la technologie sans éthique. La Dre Cécile Moreau avait raison sur un point fondamental. Notre ancien système perpétuait et même amplifiait les inégalités sociales profondément enracinées dans notre système de santé. Sur l'écran derrière lui, apparut le logo du nouveau système Sophie, représenté par une loupe sur un cœur. Le nouveau système a été développé avec 3 principes fondamentaux: transparence, équité et supervision humaine. Chaque décision prise par l'algorithme est désormais explicable et traçable. Les critères de priorisation ont été complètement reformulés pour ne considérer que la gravité clinique et l'urgence médicale, jamais le type de régime d'assurance maladie ou la situation financière. Le docteur Antoine prit la parole. En tant que directeur médical, je peux affirmer que les tests initiaux montrent une réduction de 62%
des disparités de temps de diagnostic entre les patients de différents profils socio-économiques. Et nous ne faisons que commencer. Florence Lemaire s'avança pour expliquer les nouveaux protocoles de sécurité mis en œuvre, tandis que la présentation se poursuivait avec des démonstrations techniques du nouveau système. Dans le public, les journalistes prenaient frénétiquement des notes sur chaque détail. Après la cérémonie officielle, un petit cocktail fut servi dans le jardin de l'hôpital. Sophie, entourée de médecins curieux qui voulaient rencontrer la petite détective, comme les médias l'avaient surnommée, répondait aux questions avec la même perspicacité qui l'avait rendue célèbre. « Sophie, comment avez-vous réussi à percevoir ce qu'aucun médecin expérimenté n'a remarqué ?» demanda une journaliste. La fillette réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que c'est parce que les adultes sont parfois tellement occupés par ce qu'ils savent déjà qu'ils ne font pas attention à ce qui est juste devant eux. J'ai juste observé, écouté et fait confiance à ce que je voyais. » Dans un coin plus éloigné du jardin, Raphaël conversait à voix basse avec le docteur Antoine et Florence. « Et la Dreux Cécile? Des nouvelles ?» demanda Raphaël. « Elle a accepté l'accord judiciaire, » répondit Florence. « Collaboration complète en échange d'une peine alternative. Elle aide à identifier toutes les vulnérabilités de l'ancien système et contribue au développement de protocoles éthiques pour les IA médicales. »« Et son frère ?» interrogea le docteur Antoine. « Luc va beaucoup mieux, » dit Raphaël avec un soupir de soulagement. « J'ai offert mon soutien personnel pour son traitement et sa récupération. Quand il sera prêt, il y aura une place pour lui dans la nouvelle division d'éthique de l'IA de Tech Cerveau. » Un groupe d'enfants, patients pédiatriques de l'hôpital, s'approcha timidement de Sophie, demandant des autographes sur leurs dessins. La fillette, surprise par l'attention, répondait à chacun avec un sourire sincère. « Vous avez créé une héroïne improbable, » commenta le docteur Antoine, observant la scène. Raphaël acquiesça. « Elle nous a enseigné la leçon la plus importante. Parfois, la sagesse la plus profonde vient des voies que nous ignorons habituellement. » Cette nuit-là, l'hôpital de la Victoire brillait de lumière renouvelée. À l'entrée principale, une nouvelle plaque indiquait « Hôpital de la Victoire », où chaque voix compte. À côté, une petite sculpture de bronze montrait une fillette tenant une loupe, immortalisant le moment où Sophie Laurent changea à jamais le cours de la médecine technologique en France. Sur le chemin du retour, sur la banquette arrière de la voiture de ses parents, Sophie regardait par la fenêtre les lumières de la ville de Paris qui commençaient à s'allumer. « À quoi penses-tu, ma fille ?» demanda Thérèse, regardant dans le rétroviseur. « Je pense à tous les autres endroits qui ont des systèmes similaires à cet ancien, » répondit Sophie. « Y a-t-il d'autres choses qui ne vont pas et que personne ne voit ?» Joachim et Thérèse échangèrent des regards significatifs. La perspicacité de Sophie restait aussi aiguisée qu'avant. « Probablement oui, » répondit Joachim honnêtement. « Mais maintenant, grâce à toi, plus de gens seront attentifs. » La fillette sourit, satisfaite de la réponse. Dans son sac à dos, elle portait fièrement la médaille à son nom et le certificat qui garantissait son avenir en médecine. Mais son plus grand trésor restait son carnet de notes, maintenant, avec de nouvelles pages, attendant d'être remplies d'observations qui pourraient à nouveau changer le monde. Pendant ce temps, sur les serveurs de l'hôpital de la Victoire, le système Sophie traitait ses premiers cas réels, priorisant les patients uniquement en fonction de leurs besoins médicaux, quels qu'ils soient, ou quel que soit le montant qu'ils puissent payer. La petite révolution initiée par une fillette de 7 ans ne faisait que commencer à transformer la santé française. Et dans un petit appartement en périphérie de la ville, la Dreux Cécile Moreau regardait par la fenêtre, réfléchissant aux événements des derniers mois. Son approche avait été extrême, mais le résultat final, un système plus juste, était ce qu'elle avait toujours désiré. Son frère, maintenant en convalescence, lui avait dit plus tôt au téléphone « Parfois, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. » Le soleil se couchait sur Paris lorsque Sophie, déjà dans sa chambre décorée d'affiches de scientifiques et de détectives, ouvrit son carnet et écrivit de son écriture enfantine « Observation du jour. Parfois, la plus petite personne peut faire la plus grande différence. » Et c'était exactement ce que le système Sophie représentait. La certitude que chaque observation compte, que chaque voix mérite d'être entendue et que la véritable intelligence, artificielle ou humaine, doit toujours être guidée par la compassion et la justice. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie Laurent a touché vos cœurs et suscité des réflexions sur le pouvoir de l'observation et du courage enfantin. Pour continuer ce voyage émouvant,
Nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur de petits héros qui transforment le monde qui les entoure. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à gauche de la vidéo. Si vous avez aimé cette narration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir transformateur des actions les plus simples. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de savoir quelle partie du parcours de Sophie a le plus touché vos cœurs.